Donc merci beaucoup à Christine et à Édouard de m'avoir invité pour cette conférence, à laquelle j'ai essayé un petit peu de résister, hein, puisque l'étude des charbons de bois, qu'on connaît tous, est d'abord une méthode de datation, mais l'anthracologie n'est pas du tout une méthode de datation, en tout cas n'est pas une méthode de datation directe. Alors j'ai donc essayé de réfléchir comment l'anthracologie pouvait documenter des questions de chronologie en questionnant à la fois le temps long, donc les dynamiques de végétation, les changements climatiques et environnementaux en termes de biochronologie et l'évolution des pratiques sur la longue durée, mais également les temps courts qui concernent les rythmes et les chronologies des occupations et leur saisonnalité. Alors, l'anthracologie est une méthode d'étude des paléo-environnements et des usages du bois depuis la préhistoire. Elle repose sur l'étude de charbons de bois qui proviennent principalement des sites archéologiques qui sont issus du bois de feu domestique, mais aussi d'activités spécialisées et de bois d'œuvre incendiés, et puis plus rarement de niveaux d'incendie qui soient intentionnels ou accidentels. Et l'anthracologie dispose d'un panel d'outils dont le premier d'entre eux est l'identification taxinomique qui repose sur l'étude du squelette de carbone des charbons de bois puisque la carbonisation préserve la structure anatomique du bois. Donc à partir de l'identification taxinomique, on peut réfléchir en termes de sélection et d'usage du bois comme matériau et comme combustible à partir des espèces qui ont été identifiées dans les sites, mais également en termes de signatures écologiques qui permettent d'identifier des biotopes et de définir des signatures climatiques qui permettent d'identifier les climats et leurs variations dans le temps depuis la préhistoire. Mais l'anthracologie s'est dotée plus récemment de méthodes complémentaires qui sont celles de la dendroanthracologie, qui repose en partie sur la plasticité anatomique des bois lors de leur croissance et qui est une réponse adaptative aux conditions et contraintes de croissance qui permettent de documenter les climats et les pratiques anthropiques en matière, par exemple, de gestion des peuplements forestiers. Une autre méthode qui est une transposition de la dendrochronologie à l'anthracologie, qu'on appelle donc dendroanthracologie, et qui permet de proposer des chronologies des interdatations et des âges d'abattage des bois. L'étude des signatures taphonomiques, qui repose encore une fois sur l'observation de la structure anatomique, permet d'identifier les états du bois avant sa combustion, par exemple l'utilisation de bois vert ou bois sec, mais également de définir des conditions de la combustion elle-même ou l'interaction avec des processus post-dépositionnels. Et enfin, encore plus récemment, l'analyse isotopique, celle du delta C13, qui documente les conditions climatiques. Donc on peut dire que le charbon de bois est une sorte de boîte noire de l'arbre qui documente à la fois la vie de l'arbre, sa mort, mais aussi sa vie comme matière première et comme matériau, et qui apporte des informations à différentes échelles qui concernent les paléo-environnements et les paléoclimats et la paléoécologie. Voilà, c'est la même diapo mais présentée différemment. Voilà, pour représenter quelles sont toutes les possibilités interprétatives à partir du charbon de bois. Donc on peut dire que petit mais costaud. Et j'aurais pu intituler ma présentation « Matière et mémoire » en référence à Bergson, mais je m'en garderai bien puisque je serais bien incapable de répondre à des questions concernant la philosophie de Bergson. Alors, quelle est la représentativité des dépôts anthracologiques sur lesquels nous travaillons? Le corpus anthracologique, puisque c'est sous cette forme-là qu'on trouve les diagrammes dans la littérature, sont la résultante d'un certain nombre de processus, dont le premier relève des pratiques de la collecte du bois, de la taphonomie, donc de la combustion, qui va modifier
la composition des assemblages mis au feu, des espèces qui sont mises dans le feu, et les processus post-dépositionnels qui rajoutent une couche sur la transformation du dépôt initial. Donc entre le corpus anthracologique lui-même, celui que nous étudions, et l'environnement initial, s'instaure un certain nombre de filtres qu'il faut démêler pour essayer de comprendre à quoi correspondent ces assemblages. Alors la première question qui est posée aux anthracologues est toujours celle de la sélection des essences, avec évidemment ce qui sous-tend l'idée que l'anthracologie ne pourrait pas documenter l'environnement du passé, puisque les essences sont choisies et qu'elles ne représentent donc pas la totalité des espèces qui sont présentes dans l'environnement. Alors, c'est une question qui est tout à fait légitime, mais la première remarque qu'on peut faire, c'est que la notion d'espèce n'est pas du tout adaptée à l'étude des sociétés du passé, puisque la classification sur laquelle nous nous basons aujourd'hui est due à Linné et fait référence à des critères botaniques. La classification que nous employons est donc tout à fait éloignée de la classification que les sociétés de la préhistoire faisaient du bois. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est celle de la notion actuelle de bon combustible. Donc, considérer que le bois est sélectionné pour des usages, pour ses propriétés, c'est souvent faire référence à ce que nous savons, nous, des usages du bois actuellement, et qui est restreint à des activités qui sont limitées, hein, le barbecue du dimanche ou le feu de cheminée. En réalité, toutes les études ethnographiques, et il suffit de relire La pensée sauvage, pour constater que la palette des bons combustibles est large et diversifiée, et qu'il y a autant de bons combustibles que d'activités. Voilà. Donc on peut donc penser que les sociétés de la préhistoire avaient la même connaissance des usages du bois et que leur sélection pouvait couvrir une large palette de taxons. Autre question, les propriétés combustibles dépendent de nombreux paramètres. On connaît évidemment l'importance de l'espèce dans le choix des combustibles, mais les autres paramètres que sont le taux d'humidité, la phénologie, la physiologie, le calibre et plein d'autres facteurs qui sont non quantifiables limitent notre capacité à objectiver des propriétés et à les interpréter en termes de sélection des essences parce qu'on ne sait rien en réalité, ou très peu de choses, de l'état phénologique et physiologique et de la morphologie du bois utilisé. Et enfin, les critères qui président à la sélection du bois relèvent aussi, dans certains cas, de critères subjectifs, de préférences, de choix, avec une forte interaction entre des facteurs environnementaux qui sont identifiables et qui déterminent la sélection, et des facteurs culturels qui sont non identifiables et qui conditionnent les choix. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on constate? Que de toute façon, la sélection du bois est réalisée dans la gamme des possibles, c'est-à-dire parmi les essences qui sont disponibles dans la végétation aux abords des sites. Et donc, la question de la sélection, elle se discute a posteriori, mais elle ne peut en aucun cas être un postulat de départ. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les spectres anthracologiques sont le plus souvent diversifiés et qu'ils présentent une cohérence écologique et qu'ils reflètent le plus souvent encore tout ou partie, une grande partie de la végétation aux abords des sites dans un faible rayon d'activité. Alors, si la collecte du bois ne modifie pas ou n'a pas d'interférence directe ou en tout cas facile à interpréter sur la composition des assemblages, qu'en est-il de la combustion? Il reste au terme de la combustion 1 à 2% de la masse du bois mise au feu et donc la question de leur représentativité, donc comment passer d'un assemblage anthracologique ou d'un spectre anthracologique à une inférence bioclimatique à partir de 1% de résidus, c'est la question qu'on peut légitimement se poser. Alors, plusieurs approches expérimentales de la combustion ont été menées et ont permis de montrer que la combustion respecte la représentation initiale des taxons. Et de la même manière, l'étude des processus post-dépositionnels
réalisés en contexte naturel ou en laboratoire, a montré que également le post-dépositionnel respecte la représentation initiale des taxons mis au feu. Donc au final, l'assemblage anthracologique sa représentativité doit être questionnée, mais en tout cas, il n'y a pas de biais majeur de représentativité. Et on peut donc interroger la question, on peut donc interroger différentes questions d'ordre socio-culturel qui concernent notamment la question du temps court. Alors, qu'en est-il des approches inductives pour aborder la question des durées d'occupation, qui est une question qui intéresse notamment les préhistoriens, les anthracologues aussi, et pour laquelle nous sommes souvent questionnés. Le spectre anthracologique contient 3 informations qui sont le nombre de charbons de bois, la liste des taxons et le spectre de fréquence. Or, ni l'abondance des charbons, ni la liste des espèces, ni le spectre de fréquence ne documentent la durée des occupations. Il faut donc contourner ce problème et proposer des postulats et des hypothèses de gestion en relation avec la durée des occupations. Concernant le paléolithique, si on réfléchit en termes de gestion des ressources de combustible qui nous intéressent ici, il faut prendre en compte à la fois les systèmes de mobilité, depuis définis par Binford, et dont on pourra reparler, mais depuis le modèle circulating jusqu'au modèle radiating, les techniques elles-mêmes qui conditionnent la capacité des sociétés à abattre les arbres, tout simplement, et puis les possibilités du milieu. Donc, le postulat, c'est qu'il y a 2 façons de collecter de bois. La première est de ramasser le bois mort, et la seconde est de le couper, ce qui suppose évidemment de le sécher, puisque le bois de feu, sauf usage particulier, doit être sec. C'est une limite évidemment pour les sociétés de la préhistoire, puisque ramasser le bois de ramassage, donc bois mort au sol ou sur l'arbre, autorise un usage immédiat, qui est donc adapté à des occupations courtes ou longues, si la nécromasse est abondante, mais qui suppose des saisons sans neige. Inversement, le bois d'abattage, qui suppose la coupe de bois sur pied, donc de bois vert, qu'il faut sécher pendant 18 mois au minimum jusqu'à 36 mois, suppose un usage différé et donc des stratégies complexes de stockage, d'anticipation, de réoccupation ou d'occupation longue des sites. Partant de ce postulat, on peut supposer que les modalités d'acquisition du bois de feu documentent les durées des occupations des sites paléolithiques, avec l'utilisation de bois mort qui serait adaptée aux occupations courtes. Inversement, l'abattage et le stockage du bois qui seraient plus adaptés aux camps résidentiels, et en tout cas à la longue durée. Alors évidemment, il faut être en capacité de le démontrer. Comment démontrer l'utilisation du bois mort ou identifier l'abattage du bois à partir des charbons de bois archéologiques? 2 méthodes principalement, une approche statistique des calibres du bois, utilisée pour la combustion qui repose sur des profils d'abattage, et l'identification de signatures anatomiques du bois mort. Et ces méthodes, lorsqu'elles sont appliquées à des contextes archéologiques du paléolithique moyen, ont permis notamment de proposer l'hypothèse d'un bois de ramassage associé à des fréquentations ponctuelles de la cavité en relation avec une halte de chasse à l'abri de la combette, et également de préciser les modalités d'acquisition du bois utilisé pour la réalisation des peintures noires de Chauvet. Alors, passer maintenant à la question du temps long et donc de la biochronologie. Donc, l'anthracologie documente également les changements environnementaux sur la longue durée. On a ici une représentation simplifiée d'un diagramme anthracologique
Et si on fait une interprétation rapide, on observe à la base de la séquence des peuplements forestiers qui sont caractéristiques de steppes, à pins et bouleaux, quelques essences montagnardes, et puis une phase de transition avec la régression des essences steppiques, l'augmentation des fréquences des essences pionnières de la fruticée, et puis l'installation de la chaînée. On a donc ici une information qui est biochronologique, écologiquement et climatiquement intelligible, avec ici, dans ce cas, datation directe possible, puisque c'est un site holocène, et donc on peut coupler la lecture anthracologique avec les datations radiocarbone. Mais qu'en est-il des séries anthracologiques des sites du Paléolithique? Alors, une première caractéristique des sites paléolithiques, c'est qu'il y a souvent peu de charbon de bois, même s'il arrive qu'il y en ait beaucoup, mais le plus souvent, il y en a peu, qui sont petits, qui sont difficiles à identifier, et que la diversité taxinomique est faible. On retrouve principalement du pin, une espèce de pin froid qu'on ne sait pas identifier justement à l'espèce, et puis une relative homogénéité des diagrammes anthracologiques qui vont considérablement limiter la lecture diachronique des dynamiques de végétation. Avec une première conséquence, c'est que la résolution biochronologique est faible et que la datation directe de ces dépôts n'est pas possible, puisque sur beaucoup de séries paléolithiques, le carbone 14 est en limite de ces possibilités. Et c'est là que intervient les analyses du rapport isotopique, le delta C13, donc, qui est un rapport entre le carbone 13 et le carbone 12. Donc l'intégration des mesures du delta C13 à l'anthracologie est relativement récente, puisqu'elle a débuté, on va dire, à la fin des années 2000. Et en faisant référence à ce qui se faisait sur des peuplements forestiers actuels, puisque c'est une méthode qui est validée, qui est utilisée presque en routine par des gens qui travaillent sur les peuplements forestiers actuels. Alors, je ne veux pas vous faire un cours sur le delta C13, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais mes collègues dans la salle pourront répondre aux questions s'il y en a, mais une chose avérée, c'est que le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13 documente les conditions de croissance des plantes, principalement en termes d'humidité et de régime des précipitations. Donc, c'est une méthode qui est validée pour l'étude des peuplements forestiers actuels, mais quelles sont les possibilités de son application aux séries paléolithiques dans une perspective de compléter la lecture biochronologique des assemblages eux-mêmes? Alors, la première question, c'est celle de la modification post-dépositionnelle et de l'enrichissement du delta C13 et des transformations qui sont dues au dépôt dans les sols. La deuxième question est celle de l'effet de la carbonisation sur la conservation du signal isotopique. La troisième question est celle de l'identification des pins au genre. Ce que je veux dire, c'est que quand on étudie donc un lot de charbon de bois paléolithique, on a principalement des pins, et on ne sait pas dire si c'est du pin sylvestre, du pin sambro, de l'uncinata, etc. Ce qui suppose donc que pour faire des mesures du delta C13, que la variabilité interspécifique est suffisamment faible pour que nous soyons imprécis lors de nos identifications. Suppose aussi que la variabilité interindividuelle et intra-individuelle est plus faible que la signature climatique elle-même.
L'autre limite est celle de la résolution, et donc du nombre de charbons de bois sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour faire ces mesures. Encore une limite est celle de l'absence de cernes. On ne peut pas suivre les variations saisonnières de l'enregistrement du delta C13 à partir des charbons qui sont d'âge paléolithique, principalement parce qu'il y a le plus souvent un seul cerne qui est visible. Et puis les variations du CO2 atmosphérique, les valeurs du CO2 atmosphérique pendant le Pléistocène ne sont pas les mêmes que celles de l'Holocène, et donc il y a potentiellement la question de la correction des données isotopiques. Donc la première étape a été de valider et de calibrer la méthode de mesure des isotopes du delta C13 sur les charbons de bois archéologiques et de le tester d'abord sur des peuplements forestiers actuels en comparant la signature isotopique de peuplements de pins d'Alep, de pins noirs et de pins sylvestres à partir de stations actuelles sur lesquelles ont été collectés, ont été faits des carottages, et de tester l'effet concomitant des signatures, des températures de la carbonisation elle-même. Alors, ce que ces travaux ont montré, qui ont fait l'objet de la thèse de Benjamin Audiard, qu'il n'y a pas de variabilité interspécifique et que, au moins sur ces 3 espèces de pins, le comportement, enfin l'enregistrement du signal isotopique est le même, et que peu importe finalement si l'anthracologue ne sait pas dire si c'est du pin sylvestre ou du pin noir, puisque la variabilité interspécifique de l'enregistrement isotopique n'est pas significative. L'autre, ce qu'a montré également Benjamin Audiard, c'est que l'effet de la température de carbonisation est modélisable. On voit que le signal isotopique diminue en fonction de la température de carbonisation, 250, 350, 450 et 550, mais qu'en mesurant le pourcentage de carbone préalablement aux analyses isotopiques, on est capable de corriger l'information et la mesure du signal lui-même. Donc les premières conclusions de ce travail, c'était que la méthode, elle est applicable aux séries paléolithiques, mais à plusieurs conditions. La première, c'est de travailler sur des taxons pour lesquels on avait déjà fait une calibration. Et la seconde, c'est qu'il fallait d'abord, au préalable, mesurer le pourcentage de carbone des charbons. Alors, j'en profite pour donner cette information, peut-être qui va intéresser les dateurs. En tout cas, Hélène Valadas, avec qui on a discuté souvent de cette question. Vous avez ici la compilation des mesures du carbone qui ont été faites sur les charbons de bois archéologiques de toutes les séries sur lesquelles on a travaillé. Donc, c'est plusieurs centaines de charbons. Et ce qu'on constate, c'est que la gamme des températures enregistrées est toujours la même. Elle se situe autour de 350 degrés. Donc, en gros, les charbons de bois conservés dans les sites archéologiques sont ceux qui sont carbonisés à 350 degrés, principalement, à mon avis, pour 2 raisons. La première, c'est que s'ils sont moins chauffés, la matière organique est encore trop présente et donc les charbons sont vite attaqués par les micro-organismes. Et puis, au-delà de 350 degrés, on entre dans la phase exothermique et le charbon se transforme ensemble. Voilà, donc l'autre limite de la méthode, c'est qu'il faut calibrer sur les données climatiques, à partir de données climatiques aux abords du site, et ce qui suppose d'avoir des peuplements forestiers un peu avec des essences qui ne sont pas trop éloignées de celles qu'on retrouve dans les sites archéologiques. Alors, application à quelques séries du Paléolithique. Les Canalettes, un site du Paléolithique moyen qui se situe dans l'Aveyron, en France, et qui est un site moustérien, pour lequel les données paléo-environnementales divergent, celles de la faune, de la microfaune, de la géoarchéologie et de l'anthracologie,
avec également des datations du site qui est, pas parler de la question des datations devant des dateurs, mais en tout cas qui pose certains problèmes. Et donc ici, la question était quelle est la signature écologique des données paléo-environnementales et comment le delta C13 pourrait documenter, nous aider à comprendre la chronologie de ce site et comment il se situe entre le MIS 5 et le MIS 4. Donc, ce que disent les données anthracologiques ici, les données anthracologiques de base, donc déjà 2 niveaux avec très peu de variations. Donc, l'anthracologue peine bien à dire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des différences paléoclimatiques entre ces 2 niveaux? On ne sait pas. Et puis, une diminution des essences montagnardes et parallèlement une augmentation des essences mésothermophiles qui pourrait se traduire en termes d'écologie par une augmentation de l'humidité atmosphérique. Un réchauffement climatique, on va dire. Voilà. Ici, l'application des isotopes s'est faite à partir de prélèvements stratigraphiques qui ont été faites sur le site récemment. On est allé reprendre la coupe, enfin, c'est pas moi, mais le premier avantage de cette méthode, c'est que en fait, on peut faire abstraction du niveau archéologique lui-même, au sens où on peut faire des prélèvements par décapage, alors que l'anthracologie est obligée de faire un seul paquet, parce que sinon, il n'y a pas assez de charbon de bois pour que ce soit intelligible. Donc ici, les prélèvements sont faits par fin décapage successifs qui permettent pour chaque niveau archéologique identifié d'avoir plusieurs mesures. Alors, ce que montre cette étude, qui a été publiée en 2021, qui est issue de la thèse de Benjamin Audiard, c'est que la déviation standard par US n'excède pas 1 pour 1000 et est le plus souvent inférieur à 0,5 pour 1000. Et on constate une diminution du delta C13 depuis le bas vers le haut de la séquence. Alors, je ne vais pas parler de cet événement-là qui est très certainement un artefact dû au tout petit nombre de charbons de bois qui ont été mesurés. Mais ici, la combinaison entre l'anthracologie, enfin l'étude taxinomique traditionnelle et la mesure des isotopes permet en tout cas de confirmer l'hypothèse du réchauffement climatique avec ici des valeurs du delta C13 qui diminuent et qui donc plaident plutôt en faveur d'une augmentation de l'humidité atmosphérique. Autre exemple, et là on change de chronologie puisqu'il s'agit de la baume de Montivert qui est un site situé dans le Var, qui est un site tardiglaciaire avec des datations à la base qui sont autour de 10 000 cal BP et au sommet de la séquence 9003 à 8008 BP. Encore une fois, ici, alors, ça c'est un abus de représentation. Il n'y a qu'un enregistrement, il n'y a qu'un niveau archéologique, a priori, et donc un seul enregistrement anthracologique. Donc, il ne se passe rien. On ne peut rien dire de cet assemblage, à part que c'est mésothermophile avec à la fois des taxons montagnards, des essences de la plus forestière. Voilà. Ici, les mesures isotopiques du delta C13 qui ont été faites sur les charbons de bois, alors encore une fois avec plusieurs décapages successifs, montrent une différence nette avec un changement de régime, probablement des précipitations, quelque part entre le niveau 4 et le niveau 3. Or, dans ce site, on n'a aucune information sur la durée de l'occupation elle-même. Les données de l'industrie lithique sont, c'est du sauveterrien qui ne varie pas. Et puis, les autres proxys paléo-environnementaux n'apportent pas d'informations sur des changements climatiques. Ici, donc,
on pourrait dire que la mesure du delta C13 permet de documenter 2 phases d'occupation du site, là où l'anthracologie classique n'en verrait qu'une. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de montrer un dernier exemple qui concerne le site de Chalin 4. Et là, c'est une étude qui a été réalisée par Bâton et Hall. Et là, la résolution est encore meilleure, puisqu'il s'agit d'un site, donc le lac de Chalin, un néolithique du Jura, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, daté autour de 3000 BC, avec énormément de charbon de bois, et là des charbons de bois qui sont de belle taille et qui présentent un certain nombre de cernes. Et là, les analyses isotopiques ont été réalisées cerne par cerne, ce qui permet à la fois de documenter les variations du delta C13 et qui ont été interprétées en termes d'aridification et de réchauffement, de micro-réchauffement entre 2 niveaux d'occupation, mais également de calculer un indice de la saisonnalité et qui montre des contrastes saisonniers plus élevés dans le niveau de base. Voilà. Donc ici, l'information qui est apportée par le delta C13, elle est double puisqu'elle concerne à la fois le climat, mais aussi le régime des précipitations et potentiellement des changements d'aire d'approvisionnement qui pourront être questionnés à l'aune de ces nouveaux résultats. Voilà, donc l'intérêt du delta C13, c'est que l'information paléoclimatique est une information à l'échelle du site elle-même, ce que ne sont pas beaucoup de données paléo-environnementales qui proviennent de carottes lointaines et sans rapport direct avec le site lui-même. On est donc à même, en couplant anthracologie et delta C13, d'avoir à la fois une meilleure résolution stratigraphique, mais également de mieux documenter la question des interactions société-milieu à l'échelle de site lui-même, qui est l'échelle qui nous intéresse réellement quand on s'interroge sur l'évolution des pratiques culturelles et les changements, y compris les changements biologiques de l'homme. L'avantage du delta C13, c'est que les variations sont immédiates. Enfin, l'enregistrement des variations est instantané, hein, ce que ne sont pas les variations, les changements de végétation qui, eux, s'inscrivent dans la longue durée. Et on a donc une information qui est une information directe, qui permet, le cas échéant, le suivi des variations saisonnières, et donc une méthode qui améliore la résolution des informations paléoclimatiques en termes de diachronie et qui offre des éléments de chronologie relative à l'échelle des sites eux-mêmes. Et puis voilà, se posent encore des questions sur la calibration de cette méthode. Est-ce qu'il faut faire une calibration taxon par taxon? Et puis une autre question qui est celle du prélèvement. Comment faire quand on a des tout petits assemblages de charbon de bois? Mais ça, c'est une autre question. Voilà, je vous remercie pour votre attention.